J'ai poignardé mon frère dans le cœur avec le coupe-papier en argent de notre père, ce matin-là, sous la pluie battante de Paris, et je n'ai ressenti ni remords ni triomphe, seulement un vide froid comme la Seine en hiver. Il gisait là, sur le tapis persan du bureau familial, ses yeux écarquillés fixant le plafond orné de moulures haussmanniennes, murmurant « Pourquoi, Lucien ?» avant que le sang ne noie sa voix. Et moi, Lucien Duval, l'héritier bâtisseur, j'ai souri pour la première fois depuis des années, parce que la vengeance n'est pas un cri, c'est un silence calculé qui efface les traîtres de l'histoire. Paris, cette ville de lumière et d'ombre, a toujours été le théâtre de nos drames familiaux. Notre père, Henri Duval, avait fondé Duval Industries en 1975, un modeste atelier de fabrication de pièces automobiles dans la banlieue de Saint-Denis. À sa mort en 2010, l'entreprise n'était qu'une coquille vide, endettée jusqu'au cou, rongée par la crise économique et les erreurs de gestion de mon père, qui préférait les verres de cognac au bilan comptable. J'avais 35 ans alors, fraîchement diplômé de l'ESSEC avec un MBA en poche, et j'ai pris les rênes sans un mot de protestation. Mon frère aîné, Étienne, 10 ans de plus que moi, avait fui la famille 10 ans plus tôt pour une vie de bohème à Montmartre, peignant des toiles abstraites qui ne se vendaient jamais et enchaînant les liaisons éphémères avec des muses qui finissaient par le quitter pour des amants plus stables. J'ai reconstruit tout cela de mes mains. Des nuits blanches à négocier avec des fournisseurs chinois dans des salons enfumés de Pékin, des voyages en train de nuit vers Lyon pour rencontrer des ingénieurs, des matins où je me réveillais sur le canapé de mon bureau rue de Rivoli, le visage collé au rapport financier. J'ai pivoté l'entreprise vers l'innovation, des composants hybrides pour les voitures électriques, des partenariats avec Renault et Peugeot. En 10 ans, Duval Industries est passé de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à 100 millions. Les journaux parlaient de moi comme du « jeune prodige de l'industrie française », un titre que je portais comme une armure, ignorant les murmures sur mon ambition dévorante. Étienne, il n'appelait que pour demander de l'argent, prétextant des « crises créatives ». Je lui envoyais des chèques, par pitié, par culpabilité. Après tout, il était l'aîné, le fils prodigue que notre père avait toujours préféré. Mais la trahison a commencé par un secret que j'ai enterré plus profondément que les catacombes. En 2015, au plus fort de la restructuration, un scandale a éclaté. Un de nos fournisseurs, une usine polonaise, avait falsifié des tests de sécurité sur des pièces critiques. Des freins défectueux, potentiellement mortels. Les médias ont hurlé au scandale, les actionnaires menaçaient de fuir. J'ai découvert que c'était Étienne, lors d'un de ses rares passages à l'usine, qui avait validé le contrat sans vérifier les documents, un geste négligent, peut-être ivre, pour se racheter en jouant les intermédiaires. Au lieu de le dénoncer, j'ai tout pris sur moi. J'ai falsifié les dates, assumé la responsabilité publique, payé des amendes exorbitantes de ma poche. C'est pour la famille, me suis-je dit, en regardant Étienne s'éloigner ce soir-là, les yeux fuyants, marmonnant un merci, petit frère qui sonnait faux. J'ai porté ce fardeau seul, des nuits hantées par l'idée que des vies innocentes auraient pu être perdues à cause de notre négligence. Et Étienne, il a continué sa vie d'artiste raté, ignorant que son ombre planait sur mon empire. Les années ont passé, et l'entreprise a prospéré. J'ai acheté un appartement haussmannien dans le 7e arrondissement, avec vue sur la Tour Eiffel, mais je n'y dormais presque jamais. Mon mariage avec Claire, une galeriste aux cheveux roux et au tempérament de feu, s'effritait sous le poids de mes absences. « Tu construis un monument à ton ego, Lucien », me reprochait-elle lors de nos rares dîners. Elle avait raison, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas quand Étienne réapparaissait sporadiquement, les poches vides, pour quémander une avance sur l'héritage. Notre père avait stipulé dans son testament que l'entreprise irait au plus capable. Une clause vague qui me protégeait, du moins le croyais-je. Puis, en 2023, tout a basculé. Étienne, ruiné par une mauvaise affaire, un atelier d'art partagé qui avait fait faillite, a décidé de revenir pour de bon. Je veux m'impliquer, Lucien. Pour honorer papa. Ces mots sonnaient comme une plaisanterie, mais j'ai accepté, par faiblesse, par ce fil ténu de fraternité qui nous liait encore. Je lui ai donné un poste honorifique, vice-président du développement créatif, un titre ronflant pour le tenir à l'écart des opérations réelles. Il a passé ses journées à flâner dans les couloirs, à charmer les employés avec ses anecdotes sur Picasso et à organiser des team building artistiques qui coûtaient une fortune en Champagne. C'est lors d'une fouille routinière des archives que le passé est remonté à la surface. Étienne, cherchant des dossiers pour un projet futile sur le design automobile inspiré de l'art moderne, a mis la main sur une boîte oubliée dans la cave de l'usine. Des emails datant de 2015, des copies de contrats polonais, et, Dieu me garde, une lettre manuscrite que j'avais écrite à l'époque, confessant ma prise de responsabilité pour protéger la famille. Il l'a lu, et au lieu de gratitude, une lueur de triomphe a illuminé ses yeux. « Tu as menti pour moi, Lucien. Tu as sali ton nom pour sauver le mien. Et maintenant, tu diriges tout comme si c'était ton dû. »
La confrontation a eu lieu dans mon bureau, ce bureau que j'avais décoré avec des gravures de Delacroix et un bureau en acajou massif hérité de père. Étienne, vêtu d'un costume mal taillé qui le faisait ressembler à un clown dans un opéra bouffe, a claqué la lettre sur la table. « Tu m'as volé ma place, petit frère. Papa voulait que je dirige, pas toi, le gratte-papier ambitieux. » J'ai ri, un rire amer qui a résonné comme un glas. « Ta place? Tu l'as fui, Étienne. Et ce scandale? J'ai payé pour tes erreurs. » Mais il avait anticipé ma défense. Derrière lui se tenaient 2 avocats, des requins de la firme Meunier et Associés, et un conseil d'administration que j'avais négligé de cajoler ces dernières années, las de mes méthodes autoritaires. Le licenciement a été un coup de poignard administratif, plus propre que celui que j'imaginais plus tard. Une assemblée extraordinaire, convoquée en mon absence sous prétexte d'une urgence fiscale. Étienne, avec son charisme de saltimbanque, a convaincu les actionnaires que j'étais un risque. Mon frère a couvert un scandale de sécurité pour protéger l'entreprise. Mais à quel prix? Sa paranoïa nous étouffe. Les votes ont plu comme une averse d'automne, 68% en faveur de mon éviction. J'ai appris la nouvelle par un email impersonnel, suivi d'un appel d'Étienne. « C'est pour le bien de la famille, Lucien. Repose-toi. Tu l'as mérité. » La rage m'a consumé comme un feu de tourbe, lent et inextinguible. Paris, cette maîtresse cruelle, semblait se moquer de moi. Les cafés bondés de la rive gauche, les couples enlacés sous les platanes des Champs-Élysées, tout cela n'était que sel sur ma plaie. Claire m'a quitté 2 semaines plus tard, emportant nos souvenirs et la moitié de mes économies restantes. « Tu as toujours choisi l'entreprise avant nous », a-t-elle dit, ses yeux verts froids comme l'acier. Seul dans l'appartement, j'ai fouillé les recoins sombres de mon esprit, cherchant non pas la justice, mais la vengeance, pure, impitoyable, à la française, où l'honneur se lave dans le sang ou l'oubli. La vengeance n'est pas un art que l'on improvise. C'est une symphonie que l'on compose note par note, dans l'ombre des bibliothèques et des confidences murmurées. J'ai commencé par me réinventer. Un appartement modeste à Belleville, quartier des immigrés et des rêveurs brisés, où l'odeur de tagine et de peinture fraîche masquait l'amertume. J'ai vendu mes costumes sur mesure pour un ordinateur d'occasion et un abonnement à la Bibliothèque nationale. Là, entre les rayonnages poussiéreux de la rue de Richelieu, j'ai plongé dans les vies des vengeurs de la littérature française. Le comte de Montristo d'Edmond Dantès, ce spectre masqué qui tissait sa toile sur des décennies, ou les fureurs froides de Racine, où l'amour se mue en poison. Mais ma revanche ne serait pas romanesque. Elle serait chirurgicale, touchant Étienne là où il saignait le plus, son orgueil et son empire volé. D'abord, l'espionnage. J'ai contacté un ancien employé, Marco, un ingénieur italien que j'avais licencié injustement en 2018 pour rationaliser les coûts, un regret qui me rongeait. « Patron, pour vous, je ferai n'importe quoi », m'a-t-il dit au téléphone, sa voix rauque de tabac. En échange d'une somme modeste, il m'a ouvert les portes numériques de Duval Industries, des backdoors dans le système, des captures d'écran de réunion, des emails internes. J'ai découvert que Étienne, loin d'être le visionnaire qu'il prétendait, sabordait l'entreprise par incompétence. Des contrats bâclés avec des fournisseurs douteux, des bonus exorbitants pour ses amis artistes infiltrés au conseil, et pire. Une liaison scandaleuse avec la fille du PDG de notre principal client, une jeune héritière qui menaçait de rompre le partenariat si Étienne ne l'épousait pas. Il joue avec le feu, ce con, riait Marco dans nos appels cryptés. Mais le vrai levier était le secret que j'avais enfoui, le scandale polonais. Étienne l'avait utilisé pour me destituer, mais il l'ignorait encore pleinement, ou feignait de l'ignorer. En fouillant plus profond, j'ai exhumé des preuves accablantes. Non seulement sa signature sur le contrat fautif, mais aussi un virement bancaire de 50 000 € de l'usine polonaise vers un compte offshore à son nom, déguisé en frais de consultation artistique. De la corruption pure, un pot de vin pour fermer les yeux sur les faux tests. Il n'avait pas seulement négligé, il avait vendu l'âme de l'entreprise pour son propre gain. Mon cœur s'est serré, non de surprise, mais de confirmation. Mon frère, cet aîné que j'avais idolâtré enfant, n'était qu'un serpent sous la peau d'un poète. J'ai tissé ma toile lentement. D'abord, des fuites anonymes à la presse. Un article dans Le Monde sur les zones d'ombre du renouveau de Duval Industries, citant des sources internes sur les irrégularités comptables. Étienne a riposté par une conférence de presse larmoyante, se posant en victime d'un complot interne. Mon frère bien-aimé, rongé par l'amertume, tente de nous détruire, a-t-il déclaré, les larmes aux yeux, devant les caméras de BFM. Le public, ce troupeau sentimental, l'a cru. Les actions ont chuté de 5%, mais pas assez pour le couler. Alors, j'ai visé plus bas, Claire. Oui, mon ex-femme, qui avait rejoint la galerie d'art d'Étienne comme consultante, un coup de poignard supplémentaire qu'il m'avait infligé en la recrutant. Je lui ai envoyé, par un intermédiaire, des photos discrètes,
Étienne et l'héritière, enlacés dans un hôtel de la place Vendôme. Claire, blessée dans son orgueil, a confronté Étienne lors d'une exposition. La scène a dégénéré en cris publics, relayés sur les réseaux sociaux. Traître à la famille et aux amis, a-t-elle posté, taguant les comptes de l'entreprise. Étienne a riposté avec une malfaisance que je n'avais pas anticipée. Il m'a fait suivre par un privé, un ex-flic aux méthodes brutales, qui m'a coincé un soir dans un bistrot de la rue Oberkampf. Mon client dit que tu es obsédé, Duval. Arrête, ou ça finira mal. J'ai ri dans sa barbe, mais la peur s'est insinuée, froide comme un brouillard matinal sur le canal Saint-Martin. Il lorgnait sur mon appartement, sur mes rares amis, un avocat discret, une ancienne collègue qui me prêtait son oreille. Pire, il a lancé une enquête interne bidon sur le scandale de 2015, insinuant publiquement que j'avais peut-être caché plus que je n'admets. Les journaux ont titré « L'héritier déchu, un passé trouble ». Mon nom, que j'avais poli comme un diamant, se couvrait de boue. C'est alors que la tension a monté d'un cran. Une nuit d'insomnie, je me suis surpris à tracer des plans sur une serviette de café. Empoisonner son café matinal? Saboter sa voiture sur l'autoroute A1? Non, trop vulgaire, trop américain. Ma vengeance devait être française, élégante, inexorable, un ballet de manipulation où il danserait jusqu'à l'épuisement. J'ai contacté un hacker freelance sur le dark web, un ghost nommé L'Ombre, qui pour 20 000 € a infiltré les serveurs d'Étienne. Des emails falsifiés, mais plausibles, envoyés à ses investisseurs. Des propositions de détournement de fonds vers des projets artistiques offshore. Les doutes ont germé. Un actionnaire majeur, un vieil industriel lyonnais, a retiré son soutien. L'entreprise vacillait, et Étienne, acculé, a fait son premier faux pas majeur. Il m'a invité à une réconciliation dans notre maison familiale à Deauville, sur la côte normande. Le voyage en train, ce TGV filant sous la pluie, était un présage. Deauville, avec ses planches balayées par le vent et ses casinos hantés par les fantômes de la belle époque, respirait le déclin aristocratique. La maison Duval, un manoir victorien aux volets verts écaillés, n'avait pas changé depuis l'enfance. Les portraits de nos ancêtres dans le hall, l'odeur de cire et de sel marin. Étienne m'attendait sur la terrasse, un verre de calvados à la main, son visage creusé par l'insomnie. « Lucien, arrêtons ça. Reviens. Je te rends ta place, mais en second. On peut co-diriger. » Ces mots étaient mielleux, mais ses yeux trahissaient la panique. J'ai feint l'hésitation, acceptant un dîner tendu où nous avons évoqué père, les souvenirs d'enfance, les courses sur la plage, les Noëls au coin du feu. Mais sous la table, mes doigts serraient le manche d'un couteau à huître, imaginant la lame s'enfonçant dans sa chair. La nuit a porté le twist inattendu. En fouillant sa chambre, un vice appris de mes nuits solitaires, j'ai trouvé une lettre. Pas la mienne, mais une confession écrite de sa main, datant de 2015. J'ai trahi Lucien pour sauver ma peau, mais le scandale était plus grand. J'ai su pour les tests falsifiés et je les ai couverts moi-même, pour un pot de vin qui m'a permis de fuir. Et plus bas, si Lucien apprend, il me détruira. Mais s'il porte le chapeau, je serai libre. Mon sang s'est glacé. Il n'avait pas seulement profité de ma loyauté, il l'avait orchestrée. Le lendemain, lors d'une promenade sur la plage, il a tenté de m'assassiner. Un accident où il m'a poussé vers les vagues déchaînées, prétextant un faux pas. J'ai esquivé, le repoussant à mon tour, et il a trébuché, se cognant la tête sur un rocher. Pas mort, mais sonné, le sang coulant sur le sable gris. J'aurais pu l'achever là, mais non, la vengeance exige un public. De retour à Paris, j'ai accéléré le tempo. Les fuites se sont multipliées, le pot de vin révélé à Mediapart, des témoignages anonymes d'employés sur son harcèlement. L'héritière l'a quitté publiquement, le traitant de gigolo cupide. Claire, dans un élan de solidarité inattendu, a publié un billet d'opinion dans le Figaro. La famille Duval, un empire bâti sur le mensonge fraternel. Étienne, acculé, a riposté par la calomnie. Une plainte pour diffamation contre moi, accusant moi d'avoir fabriqué les preuves. Les tribunaux parisiens, lents comme la justice divine, ont gelé mes comptes. Je me suis retrouvé à mendier des prêts auprès d'usuriers du Marais. La tension culminait en une série de confrontations. Des appels nocturnes où il hurlait « Tu es un monstre, Lucien !» Et moi, répondant d'une voix calme « Non, frère. Je suis ton miroir. » Paris, témoin indifférent, bruissait de rumeurs, dîners annulés, galeries fermées, une entreprise au bord de la faillite. Et moi, dans l'ombre, je préparais le coup fatal. Non un meurtre, mais une ruine totale, où il perdrait non seulement l'argent, mais son âme. Le haut de la vague, ce moment où la vengeance passe de l'ombre à la lumière, est un précipice délicat. Un pas de trop, et l'on bascule dans l'abîme avec sa proie. Étienne, sentant le filet se resserrer, a tenté une contre-attaque désespérée,
digne d'un thriller de Simenon. Il a exhumé un autre secret familial, un que même moi ignorais. Lors d'une perquisition fictive, en réalité une effraction orchestrée par son privé, il a découvert des documents falsifiés prouvant que j'avais détourné des fonds en 2012 pour financer ma campagne de MBA. Faux, bien sûr, mais crédible aux yeux des procureurs. Une enquête préliminaire s'est ouverte, et soudain, les tabloïds titraient « Frères ennemis, le bâtisseur ou le voleur ?» Mon nom, Lucien Duval, était synonyme de suspicion. Des anciens collègues me croisaient dans la rue et détournaient le regard. Pourtant, cette boue jetée sur moi a aiguisé ma lame. J'ai contre-attaqué par le cœur de l'Empire. Une OPA hostile, montée en secret avec un consortium d'investisseurs chinois que j'avais courtisé des années plus tôt. Achetez bas, vendez haut. Leur ai-je murmuré lors d'un dîner au Shangri-La, sous les lustres de cristal. Ils ont mordu, attirés par les faiblesses d'Étienne. Les actions de Duval Industries ont plongé de 30% en une semaine. Les employés, paniqués, ont fui en masse, emportant talents et brevets. Étienne, dans une interview télévisée larmoyante sur France 2, a invoqué l'esprit familial. Mon frère veut nous détruire pour son ego. Sauver Duval, sauver la France industrielle. Le public s'est divisé. Certains le voyaient comme le martyr romantique, d'autres comme le clown incompétent. Les forums en ligne bouillonnaient de débats enflammés. Lucien est un génie spolié versus Étienne protège l'héritage. La confrontation physique est survenue lors d'une assemblée d'actionnaires au siège, un hôtel particulier du 8e arrondissement au plafond peint de fresques mythologiques. J'y suis entré incognito, déguisé en consultant anonyme, mon cœur battant comme un tambour de carnaval. Étienne présidait, pâle et suant sous les spots, annonçant des réformes radicales pour sauver l'entreprise. À mi-discours, j'ai activé le signal. L'ombre a diffusé en direct, sur les écrans géants, les preuves du pot de vin polonais, virements bancaires, emails incriminants, sa signature numérique irréfutable. La salle a explosé en murmures, puis en cris. « Traître !» a hurlé un actionnaire. Étienne s'est effondré sur sa chaise, balbutiant « C'est un montage. » Lucien, c'est lui. Le chaos a été délicieux. Gardes de sécurité débordés, journalistes affluents comme des mouches sur du miel. J'ai émergé des coulisses, impassible, et pris le micro. « Mesdames, messieurs, Duval Industries mérite mieux qu'un menteur. J'offre de racheter les parts à prix fort pour restaurer l'honneur. » Les votes ont basculé. L'OPA a passé. Étienne, évincé à son tour, m'a affronté dans le couloir, les poings serrés. « Tu m'as volé ma vie, Lucien. » Père se retourne dans sa tombe. J'ai souri, froidement. « Non, frère. C'est toi qui as creusé la sienne avec tes mensonges. » Il m'a frappé alors, un coup maladroit au visage, et j'ai riposté d'un uppercut précis, appris dans une salle de boxe clandestine de Pigalle. Il s'est écroulé, le nez en sang, et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Pas de la haine, mais une terreur primitive. Mais la vengeance n'était pas complète. Étienne, rusé comme un renard acculé, a fui à Bruxelles, invoquant l'asile politique contre la persécution fraternelle. De là, il a lancé une campagne médiatique transfrontalière. Interview dans la Libre, article dans The Guardian accusant la cupidité française incarnée par moi. Pire, il a contacté Claire, la suppliant de témoigner contre moi en échange d'une part de l'héritage. Elle a refusé, mais le doute s'est insinué. Lors d'un dîner solitaire, elle m'a appelé. « Lucien, es-tu vraiment innocent ? Étienne dit que tu as toujours su pour le pot de vin et que tu l'as laissé porter le chapeau. » Mon silence a été éloquent. Les graines de discorde germaient. J'ai consolidé mon pouvoir à Duval Industries avec une main de fer. Licenciement massif, recentrage sur l'électrique, partenariat avec Tesla pour l'Europe. Les profits ont rebondi, et Paris m'a acclamé comme le sauveur, dîner au Fouquet's, mention dans les Échos. Mais la nuit, seul dans mon ancien appartement reconquis, les fantômes me hantaient, le visage d'Étienne enfant, riant avec moi sur les berges de la Marne. La voix de père, protégez-vous mutuellement, mes fils. La tension montait vers le climax. Je l'ai attiré de retour par un appât irrésistible, une offre de règlement à l'amiable, signée dans notre bureau originel rue de Rivoli, sous prétexte de clore le chapitre familial. Il est venu, escorté d'avocats, mais seul au final pour la signature. La pluie martelait les vitres, un orage d'été violent qui faisait trembler les lustres. Nous nous sommes assis face à face, le coupe-papier en argent sur le bureau comme un talisman maudit. Signe, Étienne. 5 millions pour ton silence, et tu disparais. Il a ri, un rire cassé. Et si je refusais ? Si je révélais tout, y compris ce que tu as fait pour me couvrir, Lucien ? Tu serais ruiné, accusé de complicité. C'était son dernier atout, une lueur d'espoir dans son regard fiévreux. J'ai sorti alors ma propre arme.
Une copie de sa confession de Deauville, que j'avais volée lors de notre accident sur la plage. Où ça? La police belge attend ton extradition pour corruption. Il s'est levé, tremblant, et c'est là que la folie l'a pris. Tu es pire que moi, Lucien. Tu as construit cet empire sur mon dos, en me laissant pourrir dans l'ombre. Il a bondi, saisissant le coupe-papier, visant mon cou. J'ai esquivé, et dans la lutte, la lame a glissé, non dans ma chair, mais dans la sienne, un accident calculé où ma main a guidé la sienne. Il s'est affaissé, le sang se répandant sur le tapis, ses yeux implorant. « Frère, aidez-moi !» J'ai hésité, un instant de faiblesse, puis j'ai composé le numéro d'urgence, murmurant un accident. Une dispute fratricide. Les sirènes ont hurlé dans la nuit parisienne, et avec elles, le climax de ma vengeance. Étienne vivant, mais brisé, paralysé, condamné à une chaise roulante, son empire et sa liberté arrachés. Les journaux ont titré « Drame chez les Duval », un frère poignardé par l'autre. Le public s'est scindé. Certains me voyaient comme le justicier impitoyable, d'autres comme le parricide moderne. Mais la tension n'était pas apaisée. Le vrai orage couvait encore. Après l'accident, Paris s'est mué en un labyrinthe de jugements hâtifs et de regards obliques. Étienne, hospitalisé à l'Hôtel-Dieu, a survécu un miracle des chirurgiens français ou une malédiction, selon le point de vue. Paralysé des jambes, il est devenu le martyr médiatique par excellence. Interview larmoyante depuis son lit, accusant ma folie vengeresse. Mon frère m'a tout pris, l'entreprise, l'honneur et maintenant ma mobilité. Géniait-il, les caméras capturant chaque larme. Le procureur, un magistrat au nez crochu prénommé Lefebvre, a ouvert une enquête pour tentative de meurtre, fouillant mon passé comme un chien truffier. Des nuits en garde à vue, des interrogatoires sous les néons blafards du commissariat central, où je récitais ma version « légitime défense ». Il m'a attaqué le premier. Claire est revenue, non par amour, mais par pitié ou curiosité malsaine. Lucien, c'est fini. Tu t'es perdu dans cette spirale. Nos conversations, dans des cafés anonymes de la butte aux cailles, étaient des duels verbaux. Elle plaidait la rédemption, je défendais la justice tribale. Il t'a trahi en premier, Claire. Le monde n'est pas un roman sentimental, c'est une arène. Elle secouait la tête, ses boucles rousses dansant comme des flammes, et partait, me laissant avec l'addition et le vide. Duval Industries, sous ma direction intérimaire, prospérait malgré le scandale. Les Chinois injectaient des fonds frais, et les brevets hybrides cartonnaient au salon de l'auto. Mais les actionnaires murmuraient « Un leader instable est un risque ». Étienne, depuis sa chambre d'hôpital au mur vert pâle, tissait encore sa toile. Il a engagé une armée d'avocats pour contester l'OPA, arguant que j'avais manipulé les preuves. Pire, il a révélé à la presse un fragment de vérité, ma prise de responsabilité en 2015. Lucien n'est pas une victime, il est complice. Il a couvert mes erreurs pour contrôler l'entreprise seule. Le coup a porté une vague de défections au conseil, des clients hésitants. Le Monde a publié un dossier accablant, les Duval, une dynastie empoisonnée par le secret et l'ambition. Je me suis vu caricaturé dans Charlie Hebdo comme un Caïn moderne, poignard à la main, frère à ses pieds. La société, cette grande juge bigote, se divisait. Forum Reddit en français explosait de théories. Lucien mérite la prison, contre Étienne est un escroc qui a mérité son sort. Ma riposte a été un pari fou, un geste qui a scindé définitivement les camps. J'ai offert publiquement à Étienne une part minoritaire de l'entreprise, 10%, en échange d'un silence éternel et d'un retrait des plaintes. Annoncé lors d'une conférence de presse au Ritz, sous les flashs et les regards incrédules. La famille prime sur l'ego. Rejoignons-nous pour sauver Duval. C'était un mensonge, bien sûr. Le contrat incluait une clause cachée, tout manquement, et c'est par passé à zéro, avec poursuite pour diffamation. Étienne, du lit d'hôpital, a accepté, les yeux brillants de calcul. Pour papa, a-t-il dit à la caméra, mais je lisais la haine dans ses pupilles dilatées. La libération conditionnelle est venue après des mois de limbo judiciaire. Pas de charge formelle, faute de preuves irréfutables, mais une surveillance et une réputation en lambeaux. J'ai repris les rênes pleinement, voyageant en jet privé vers Genève pour sceller des alliances, dormant dans des suites impersonnelles où les draps sentaient le propre anonyme. Mais la tension UAM persistait, des lettres anonymes glissaient sous ma porte, des ombres dans les rétroviseurs de ma DS électrique. Étienne, sorti de l'hôpital en fauteuil roulant, s'est installé dans un appartement cossu du 16e, financé par ses indemnités. Il a lancé un blog, La Voix du frère oublié, un pamphlet quotidien contre moi. Récit larmoyant de notre enfance volée, accusations voilées de manipulation. Les followers s'affluaient, des idéalistes, des déçus de la vie, formant un culte autour de sa souffrance noble.
Le climax s'est cristallisé lors d'un gala de charité à l'Opéra Garnier, un événement mondain où Paris expose ses plaies dorées. J'y suis allé en smoking noir, Claire à mon bras, un armistice fragile entre nous. Étienne était là, en chaise roulante customisée, acclamé par une clique de sympathisants artistiques. Nos regards se sont croisés au-dessus des coupes de Dom Pérignon. Le sien brûlait d'une fureur contenue. Plus tard, dans les loges feutrées, il m'a accosté. « Tu crois avoir gagné, Lucien ? Regarde autour, ils me plaignent, toi, ils te craignent. » Sa voix était un sifflement, ses mains crispées sur les accoudoirs. J'ai penché la tête, feignant la compassion. La pitié est une prison plus douce que la mienne, frère. Mais elle te ronge. C'est alors qu'il a joué sa carte maîtresse, un twist qui m'a ébranlé jusqu'aux os. Tandis que l'orchestre entamait un valse de Ravel, il a sorti de sa poche une enveloppe jaunie. Une lettre de notre père, écrite sur son lit de mort, que j'ignorais. À Étienne, mon fils aîné, Lucien est ambitieux, mais instable. Si je meurs, confie-lui l'entreprise seulement si tu le guides. Sinon, prends-la pour lui épargner sa propre destruction. Les mots dansaient devant mes yeux, un poison lent. Père avait vu en Moinon le bâtisseur, mais le risque, un jugement posthume qui validait les doutes d'Étienne. Tu n'as jamais été l'héritier, Lucien. Juste un intérimaire que j'ai laissé jouer. La rage m'a submergé, un raz-de-marée noir. J'ai arraché l'enveloppe, la froissant dans mon poing, et dans un geste impulsif, ce geste qui causerait la controverse, j'ai renversé son fauteuil d'un coup de pied discret, le projetant contre une colonne de marbre. Le choc a été sourd. Il a glissé au sol, hurlant de douleur, la jambe cassée nette. Les invités ont hurlé, Claire m'a giflé, monstre. La sécurité m'a traîné dehors, sous les huées. Les vidéos virales ont fait le tour du monde. Lucien Duval-Assailles, son frère handicapé à l'opéra. Le scandale a été total. Pétition pour mon arrestation, boycott de l'entreprise, une France divisée entre justiciers impitoyables et tyrans sadiques. En cellule cette nuit-là, sous les murs suintants de la maison d'arrêt de la santé, j'ai ri pour la première fois depuis des mois. La vengeance atteignait son apogée. Étienne, vivant mais anéanti, son image de martyr fissurée par sa propre hypocrisie révélée dans la chute. Mais le prix ? Mon empire chancelait, Claire perdue à jamais, et un miroir brisé qui me renvoyait un homme non vengé, mais vide. Le twist final de cette tragédie fraternelle n'est pas venu des tribunaux ni des tabloïds, mais d'un murmure dans l'ombre d'une chambre d'hôpital, où les machines bipent comme des regrets intermittents. Après l'incident à l'opéra, Étienne a été réadmis, sa jambe plâtrée, son esprit fracturé. J'ai été libéré sous caution, 1 million d'euros payés par les Chinois, qui maintenant hésitaient à couler plus d'argent dans un naufrage familial. Duval Industries pendait à un fil, les actions à 2 euros, les employés en grève, les créanciers aux portes. Paris, ingrate, m'avait tourné le dos. Les salons feutrés du pouvoir se fermaient, remplacés par des audiences au palais de justice, où Lefebvre, le procureur, disséquait ma vie comme un cadavre. Pourtant, dans ce désastre, une étrange paix s'est installée. Claire m'a visité en prison, non pour consoler, mais pour confronter. « Lis ça », a-t-elle dit, glissant une copie d'article de Libération. Étienne avait craqué lors d'un interrogatoire, avouant non seulement le pot de vin, mais un secret plus sombre. En 2010, juste après la mort de père, il avait falsifié le testament. J'ai effacé la clause au plus capable, la remplaçant par « à l'aîné ». J'ai su que Lucien bâtirait tout, et je l'ai laissé faire, pour le briser plus tard. Le mobile, une jalousie viscérale, née d'années à l'ombre de mon ambition. Père n'avait pas douté de moi. Étienne avait forgé le doute pour son propre trône. Ce révélation a tout changé, ou rien, selon l'angle. Les charges contre moi ont été abandonnées pour circonstances atténuantes. Étienne, inculpé pour fraude testamentaire et corruption, a été arrêté dans sa chambre d'hôpital, menottes au poignet, son fauteuil roulant devenu cercueil roulant. Le public, ce caméléon, a pivoté. Pétition pour ma réhabilitation, Lucien, le vrai héritier spolié. J'ai été réinstallé à la tête de l'entreprise, les actions remontant comme un phénix 150 millions en un trimestre, grâce à un sauvetage gouvernemental pour l'industrie française. Mais la victoire était amère, UAM comme un vin tourné. J'ai rendu visite à Étienne en cellule, à Fleury-Mérogis, ce purgatoire de béton gris. Il était brisé, voûté dans son fauteuil, les yeux caves. « Pourquoi n'as-tu pas fini le travail, Lucien ? Me laisser pourrir ici. » Sa voix était un râle. J'ai sorti la lettre de père, l'original, que j'avais gardée. Parce que la vengeance n'efface pas le sang partagé. Père voulait qu'on se protège, pas qu'on s'entretue. Il a ri, un son humide. Trop tard. Et toi ? Tu as gagné quoi ? Un empire vide, une femme qui te hait, une âme tachée.
Il avait raison. Claire n'est pas revenue. Elle a ouvert sa propre galerie à Lisbonne, m'écrivant une lettre d'adieu. Ta justice était ta prison, Lucien. Libère-toi. Duval Industrie prospère. Un monolithe anonyme sous ma direction distante, mais les nuits, je marche le long de la Seine, écoutant l'eau murmurer des secrets enfouis. La famille Duval, un mythe brisé, un titre de presse qui fait encore vendre. Et le twist qui cause la dispute éternelle. Ai-je vraiment gagné, ou ai-je Becaume le monstre qu'Étienne accusait? Les uns disent que j'ai restauré l'honneur, un héros tragique à la française. Les autres, que j'ai détruit une lignée pour un trône maudit. Personnellement, je choisis le silence, celui du coupe-papier rangé dans un tiroir, attendant le prochain orage. Paris continue de briller, indifférente, et moi, Lucien Duval, je bâtis non plus des millions, mais des fantômes.